Bien, donc bonjour pour ce deuxième volet sur la programmation orientée objet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la classe, hein. Donc on va vraiment commencer à programmer. On présentera un petit exemple avec Eclipse en Java. Et puis on reviendra sur ces notions d'encapsulation et de responsabilité. Alors j'ai préféré faire trois petits films plutôt qu'un long. Je pense que ça doit être plus agréable pour la lecture. Allez, on démarre? Bien, donc on commence ce deuxième volet sur la programmation orientée objet. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Essentiellement, on va voir la classe, hein. Donc on va partir de l'objet comme toujours et on va essayer de comprendre comment on programme un ensemble d'objets, comment on définit cette classe et bien sûr comment on fait un main. Donc ça nous donnera quelques éléments sur la programmation qu'on pourra exploiter pour faire notre premier petit programme. Et pour cela, j'utiliserai l'environnement Eclipse et le langage de programmation Java. Enfin, je reviendrai sur ces notions d'encapsulation et de responsabilité qui sont très importantes, on l'a vu, en programmation orientée objet, et je donnerai quelques éléments, notamment sur les concepts de public, private, qui sont très importantes. Bien, on va commencer par l'objet et bien sûr la classe. Alors ce qu'il faut bien comprendre quand on fait un programme et qu'on suit la programmation orientée objet, c'est qu'on programme plusieurs objets et qu'on va donc faire des classes. En fait, il y a une relation assez particulière parce que on a plusieurs objets. Vous voyez ici, j'ai défini trois objets. Ces objets vont avoir les mêmes opérations et à peu près les mêmes attributs, dans le sens où le même type d'opération. Et bien ainsi, je vais pouvoir définir une classe. En fait, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'une classe permet de programmer un ensemble d'objets qui partagent les mêmes opérations et les mêmes traitements, et les mêmes données au niveau de typage en tout cas. Donc voilà, c'est ce que j'essaye d'écrire ici, c'est qu'une classe, alors je vais passer en surligneur, une classe, une seule classe, décrit un ensemble d'objets. On a plusieurs objets qui vont être décrits par une classe, d'accord? Et ces objets, ils ont les mêmes types de données. On verra qu'on va avoir un nom et un type particulier pour définir ces données, et un même type de traitement. Donc ça, c'est ce qui est très important. Vous avez plusieurs objets, et pour ces objets, vous avez une classe qui définit un petit peu le typage de ces objets. Alors pourtant, il y a des choses particulières qui restent propres à l'objet, c'est-à-dire au niveau des données. Donc là, ici, imaginons, j'ai une chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères qui sera détenue par cet objet numéro 1, là je mets Toto, elle pourra être complètement différente de celle qui sera contenue par le deuxième objet et par le troisième objet. Donc les données sont toujours portées par l'objet. Par contre, la classe va définir le type de ces données. Donc ça, c'est très important. De même, l'identité qu'on avait donnée sur chacun de nos objets, l'identité est toujours portée par l'objet, quelle que soit sa classe. Donc la classe n'a aucun lien avec l'identité. Donc la classe, c'est ce que je viens de surligner ici, c'est une définition de typage d'un ensemble d'objets. On définit les types des données, on définit les types de traitement. Alors quelques exemples. Voilà. Donc là, j'avais donné, vous vous rappelez, dans le cours numéro 1, la bibliothèque. Donc ici, imaginons, j'ai deux bibliothèques. Ces deux bibliothèques, si on les regarde d'un point de vue typage, elles vont proposer les mêmes traitements et elles vont contenir les mêmes types de données. Dans ces cas-là, je vais avoir une seule classe qui va définir cette bibliothèque. Alors si par contre j'ai une autre façon de définir les données, si on l'a vu, le cours premier, je stocke ces données différemment. Dans ces cas-là, c'est une autre classe. Voilà, donc j'ai deux classes différentes parce que les types des données sont différents. Alors voilà, j'ai défini ici d'autres objets, je les ai mis en rose pour bien faire apparaître qu'ils ne proposent pas les mêmes opérations ni les mêmes données. Dans ces cas-là, bien sûr, on définira leur propre classe. Alors, un dernier point très important, on l'a vu dans l'exemple du cours numéro 1, que parfois je n'avais qu'un seul objet, je n'ai peut-être pas plusieurs objets. Eh bien, c'est pas grave, même si vous n'avez qu'un seul objet, vous devez définir sa classe et faire comme si, en quelque sorte, il y avait plusieurs objets qui vont avoir le même type d'opération et les mêmes types de traitement. Voilà. Donc une classe, il faut bien avoir à l'esprit que ça va représenter un ensemble d'objets qui ont les mêmes opérations et la même façon de stocker leurs données. Alors en Java, plus concrètement, comment ça se transforme? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder une classe dans un fichier. Donc c'est le fameux fichier.java. Donc ce fichier, il va avoir un nom, et le nom du fichier, ça va être le nom qu'on va donner à la classe. Donc ça, c'est assez important. Il faut que chaque classe ait un nom propre. Il faut qu'on puisse identifier de manière unique et non ambiguë chaque classe. Donc chaque classe a son nom, c'est le nom du fichier. En Java, c'est une convention. Ensuite, il va falloir définir ces fameux types de données. Donc en Java, on appelle ça des propriétés, et je reviendrai là-dessus, je vais donner un petit peu plus de détails. Puis bien sûr, il va falloir définir les types de traitement. Ça encore, ça s'appelle des méthodes, et je reviendrai là-dessus.
Donc plus concrètement, vous avez la classe, là c'est le petit schéma que j'avais donné pour mettre la classe. Cette classe en Java, ça se transforme en un fichier, donc notamment par exemple bibliothèque.java, qui va contenir les propriétés et les méthodes de ces objets. Alors donnons un peu plus de détails sur ces propriétés. Comment on définit une propriété, et surtout en Java? Alors une propriété, je vais aller relativement vite, parce que ça c'est de la syntaxe. Une propriété, ça va être défini par son type, on va définir le type de la propriété. Alors Java nous fournit des types de base, le type chaîne de caractères, le type entier, le type booléen, mais il y a plein d'autres types. On pourrait même avoir comme type une référence vers un autre objet. Dans ces cas-là, on utilisera la classe, donc vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas bien ça, je donnerai plus de détails par la suite, mais on utilisera la classe de l'objet référencé. Ensuite, on va donner le nom de la propriété, qui doit être une chaîne de caractères, et on peut, si vous voulez, donner une valeur par défaut. Alors ici, je donne un exemple, voilà, ici c'est un exemple. Vous voyez, j'ai la propriété dont le type est int, donc c'est un entier, et le nom de cette propriété, c'est le nombre de livres. Donc on imagine que chaque bibliothèque va avoir une propriété qui s'appellera nombre de livres, et qui sera un entier, grosso modo, c'est le nombre de livres qui est contenu dans la bibliothèque. Alors maintenant, on va y voir sur les méthodes. Comment on fait en Java pour définir des méthodes? Alors là encore, c'est pas très compliqué. Une méthode, ça se définit par son type de retour. Alors vous pouvez avoir certaines méthodes qui vont vous fournir des opérations, qui vont vous fournir un résultat. Donc il faut définir le type du résultat. Si par contre, il n'y a pas de résultat, alors en Java, on utilise le mot-clé void. Void veut dire non, mais il n'y a pas de résultat, c'est pas la peine, ça ne retourne rien. Alors bien entendu, si vous retournez une valeur, ça peut être une valeur qui a un type basique de type entier, chaîne de caractères, ce genre de choses. Ou encore une fois, vous pouvez retourner, on l'a vu dans le cours numéro 1, vous pouvez retourner des références vers des objets. Donc il faudra donner le type des objets, donc ça veut dire leur classe. Donc vous inquiétez pas encore une fois, si vous ne comprenez pas bien cela, on reviendra régulièrement pour préciser ces notions. Ensuite, une méthode est définie par un nom. On a vu dans les exemples sur le cours numéro 1 qu'à chaque fois qu'on va demander un traitement, il faut dire quel traitement on demande, donc il faut identifier ce traitement, et donc c'est porté par son nom. Et puis, les paramètres du traitement, c'est les informations qu'on donne lorsqu'on veut que le traitement soit réalisé. Donc on appelle ça des paramètres, pardon. Et un paramètre, c'est défini par un type et par le nom du paramètre. D'accord. Enfin, pour finir, il faut bien sûr que ça fasse quelque chose, donc il faudra donner le code associé à cette méthode. Donc là, encore une fois, je donne un petit exemple relativement simple. Combien de livres, voilà, donc ça c'est le nom de ma méthode, combien de livres, ça retourne un entier, et le code associé, alors return c'est un mot-clé qui dit vous retournez comme valeur, on retourne quoi? La propriété nombre de livres qu'on vient de définir. Donc si cela n'est pas très clair pour vous, vous inquiétez pas, on verra plusieurs exemples dans la suite. Bien, alors il y a un dernier point qui est important pour la classe, il y a une méthode particulière qui s'appelle le constructeur. C'est une méthode un peu particulière, c'est la méthode qui sera appelée dès la création de l'objet. Donc on verra plus tard comment on construit un objet, mais on sait d'ores et avant que l'objet, on le crée à partir de la classe, d'accord? Donc dès qu'il est créé, en fait, on va appeler sur cet objet cette méthode qui s'appelle le constructeur, qui va permettre d'initialiser l'objet. D'accord? Donc en Java, il y a quelques conventions syntaxiques à respecter. Donc première chose, on ne doit pas avoir de type de retour. Impossible d'avoir un type de retour. D'accord? Ensuite, le nom de ce constructeur, ça doit être le même nom que la classe. Donc c'est particulier. C'est une convention syntaxique de Java. Et vous pouvez avoir des paramètres. D'accord? Alors le mot-clé new, je le mets ici, sera utilisé pour appeler ce constructeur. Bien, alors je donne un petit exemple, l'exemple sur cette bibliothèque qu'on avait, vous vous rappelez, elle proposait deux opérations, ajouter livre, emprunter livre, d'accord? Donc voilà, alors la notation UML vous donne trois zones, donc vous avez dans la zone 1 ici, cette zone-là, hop là, vous mettez le nom ici, ça c'est le nom de votre classe, donc moi je l'appelais tout simplement bibliothèque. Dans la deuxième zone, vous mettez, hop ici, c'est les propriétés. D'accord? Donc ici, je vais considérer que, bon, c'est pas très joli, d'accord, mais je vais considérer que j'ai un tableau de chaîne de caractères qui correspondra au nom des livres et un autre tableau de booléen qui correspondra à l'état de chacun des livres, savoir s'il est emprunté ou pas. Donc la troisième zone de notre rectangle, c'est les fameuses méthodes. Voilà, donc là ici, j'ai deux méthodes, j'ai ajouté un livre ou emprunté un livre. Donc on n'a pas donné ici le code de ces méthodes, on le donnera dans le deuxième volet lorsque je ferai la programmation sous Eclipse. Donc ajouter un livre, eh bien, ça permettra d'ajouter un livre dans le tableau et puis de mettre
on rayonne ce livre, donc dire qu'il n'est pas emprunté. Et emprunter le livre, ça permettra bien sûr de dire que ce livre est emprunté et qu'il n'est plus possible de l'emprunter. Alors cet exemple n'est pas très très malin, donc on peut imaginer un exemple un peu plus malin et pour mettre un peu plus en lumière les notions que je viens de donner. Donc je change la façon maintenant de stocker les données et je stocke les données, vous voyez ici, un petit peu différemment parce que plutôt que de mettre des bouquins ici, eh bien je mettrai d'autres objets. Hop, ça c'est d'autres objets, j'essaie de les dessiner avec leurs petites pattes ici qui correspondront aux livres, d'accord? Donc là on aura les livres, voilà ici. Donc c'est une autre façon, de coder qui est un peu plus orientée objet, c'est-à-dire plutôt que de mettre deux tableaux, on va mettre un tableau de livres et on imaginera bien sûr que dans cette classe, dans la classe livre là, on aura le booléen pour savoir si le livre est emprunté ou pas. Donc pour cela, hein, pour vous présenter tout ça, vous inquiétez pas, on a juste le petit film d'après qui explique un peu mieux comment coder ça en utilisant l'environnement de programmation Eclipse. Bien, pardon. Donc on a vu comment définir une classe. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Définir le main. Vous vous rappelez, le main, c'est l'initialisation des objets qui vont constituer l'application au démarrage, d'accord, et qui va permettre aussi d'envoyer les premiers messages. Alors encore une fois, une convention Java. En Java, le main, c'est une classe, une seule classe, et une seule méthode. Alors je vous conseille de faire comme ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc le nom de la classe, on s'en fiche un petit peu, moi je mets mon main, comme ça c'est très simple. La méthode, par contre, c'est assez barbare, vous devez respecter tous ces mots-clés. Donc c'est vraiment barbare, on détaillera un peu plus par la suite tout ce qu'ils veulent dire, d'accord? Mais vous devez actuellement scrupuleusement respecter tous ces mots-clés, donc public, statique, void, main, string, crochet, args. Donc les seuls qu'on arrive à comprendre pour l'instant, c'est void. Donc void, ça veut dire que cette méthode, le main, ne retourne rien. Donc ça, on comprend bien. Un main, ça initialise, donc ça ne retourne rien. Main, là, ici, ce qui est là, ça, c'est le nom. Donc le nom doit s'appeler main. Le nom du main doit s'appeler main. Et là, on a des paramètres. Donc les paramètres, on verra par la suite qu'il est possible de donner des paramètres lorsqu'on démarre une application. Vous pouvez vouloir démarrer l'application dans un certain mode. Donc c'est ainsi que vous expliquerez le mode dans lequel vous voulez lancer l'application. Ensuite ici, voilà, on mettra les lignes de code. Ici, on mettra les lignes de code qui nous permettront d'initialiser nos objets au démarrage et puis de commencer à envoyer les messages. C'est ce qu'on va faire de suite d'ailleurs. On va commencer par quoi? On va commencer par créer une bibliothèque. Donc créer une bibliothèque, créer un objet à partir d'une classe, ça s'appelle l'instanciation. Ça c'est un mot objet. Instanciation, ça veut dire je construis un objet à partir d'une classe. Alors en Java, c'est très simple. C'est illustré par le mot-clé new. Et en fait, on définit une nouvelle variable. Donc c'est dans le main, ces deux lignes sont dans le main. On définit une nouvelle variable, voilà, B. Là, je définis la variable B, dont le type est bibliothèque, égale new. Donc je construis le new, c'est-à-dire je construis un nouvel objet dont le type est, dont la classe est bibliothèque. Ça, c'est la classe de ce nouvel objet, d'accord. Et ensuite, j'appellerai le constructeur sur ce nouvel objet pour l'initialiser. Voilà, très simplement, je suis en train de dire, ouais, c'est ce que j'essaie d'illustrer ici, voilà, je construis un nouvel objet, et ce nouvel objet, dans mon code, je le référence par cette variable B. Donc du coup, je vais pouvoir l'utiliser, ce nouvel objet, je vais pouvoir lui demander de réaliser un traitement. Donc c'est ce que je fais ici, réaliser un traitement en Java, ça s'écrit relativement simplement, vous mettez le nom de la variable ici, vous mettez un point là, ici vous voyez, il y a un point. Donc ça, le point, ça veut dire j'appelle une opération. Donc j'appelle quelle opération? J'appelle l'opération ajouter livre. Et voilà ici, j'ai le droit de lui transmettre les paramètres. D'accord? Donc l'appel, ici c'est un appel, ça se fait toujours dans le code de l'appelant. On voit pas ici, on ne voit pas qui appelle, d'accord, l'opération ajouter livre sur l'objet B. On ne sait pas qui est l'appelant, c'est la personne qui va exécuter ce bout de code. Ici, nous, ça sera le main.